Salut, c'est Awa et Estelle. Bienvenue dans ce spot. Le podcast qui met en lumière des personnes qui font bouger les lignes à leur échelle, mais qu'on ne voit pas forcément dans les médias dits mainstream. Dans cette première partie, nous vous proposons de découvrir Sarah Danint, ancienne escrimeuse. Elle nous raconte son parcours de la Guadeloupe, son île natale, jusqu'au JO d'Athènes en 2004, où elle a remporté une médaille de bronze. Mais on ne vous en dit pas plus, alors bonne écoute. Et si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire ou quelques étoiles, 5 au hasard. Vous nous aiderez ainsi à faire connaître le podcast, mais surtout nos différentes intervenantes. Bonjour Sarah. Bonjour. Bienvenue dans The Spot. Merci de m'inviter. Avec plaisir. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ? Oui, alors, bonsoir, je suis Sarah Danint. Je suis une ancienne sportive de haut niveau, j'étais escrimeuse et piste. Je viens de la Guadeloupe. J'ai eu quelques titres nationaux européens, je suis double championne du monde et médaillée olympique à l'épée. Je travaille dans le digital, dans la data précisément, pour une start-up Openfield qui est spécialisée dans l'étude du comportement du consommateur. Ça a été d'ailleurs ma formation, je fais un master en management avec une spécialité là-dessus. Et en parallèle, je m'investis auprès d'associations, comme Premier de Cordée en l'occurrence, dont Kylian Mbappé est le parrain, qui propose des animations pour des jeunes à l'hôpital, ce qui n'est pas toujours très simple, qui leur permet de changer un peu de leur quotidien à l'hôpital, et puis pour les parents aussi. Et puis je suis assez engagée dans la représentativité, la représentation des femmes, un peu dans la tech et beaucoup dans le sport. Parce que pour moi, il n'est pas nécessaire d'être en petite culotte pour vendre un dentifrice. Je pense que ce sera plus efficace au niveau des dents. Donc voilà, et puis très engagée de plus en plus au niveau de ma Guadeloupe qui m'est chère. Donc tu l'as dit, tu es née en Guadeloupe, tu es une ancienne escrimeuse. Qu'est-ce qui t'a menée à l'escrime ? Parce que à l'instar du tennis ou du golf, c'est quand même un sport qui est réservé à l'élite, si je puis dire ça comme ça. Alors c'est vrai que l'escrime c'est pas un sport très populaire en France, plutôt en période olympique. Et moi ce qui m'a amené à l'escrime, en fait j'ai 3 grands frères déjà, de plus 9, plus 8 et plus 7 ans plus âgés que moi. En Guadeloupe l'escrime c'est pas, en tout cas à l'époque, un sport très connu, très reconnu. Et donc ma mère voulait absolument avoir une fille, donc ils ont eu effectivement 3 grands garçons et puis ils ont réessayé et puis ils m'ont eu. Sauf que ma mère voulait une fille qui fasse de la danse avec le tutu rose, tout ça. Échec total. Donc tous les mercredis, j'avais quand même cours de danse. Pour moi, c'était vraiment le moment le plus terrible de la semaine. J'ai eu le droit aussi. J'ai fait de la danse classique. Pour ceux qui me connaissent et qui m'écoutent. J'ai fait de la danse classique. Bah ouais, pour moi c'était un moment vraiment douloureux. Et mais vraiment. Et un jour, pour moi c'était la révélation. Ma prof a été malade. Ma prof de danse a été malade un jour. Et en fait, mon frère il me déposait tous les mercredis à la danse et lui il allait donner les cours à des petits de 6 ans à peu près. Moi, j'avais 3 ans et demi, un peu moins de 4 ans. Et donc, ma prof est tombée malade et j'ai commencé l'escrime comme ça. Il m'a demandé d'essayer et puis on a menti à ma mère pendant quelques mois jusqu'à ce que la prof appelle ma mère. Et là, c'était le drame. Et puis voilà, j'ai continué parce que mes frères en faisaient, parce qu'il y avait le côté un peu guerrier que j'adorais, ils criaient et tout ça. Et puis voilà, et puis c'était assez fraternité, une communauté, une famille vraiment. Laura Flessel, que j'ai connue très jeune du coup, encore pas mal d'autres athlètes, Marlène Terville, enfin voilà, je suis venue à l'escrime comme ça, en squeezant les cours de danse du mercredi après-midi. Mon Dieu. Comme quoi, ça a du bon d'échapper à la danse classique parfois. Et donc tu l'as dit, à l'époque l'escrime n'est pas très populaire, mais pourtant il y a un bon contingent d'escrimeurs entiers, si je ne dis pas de bêtises. Il y a un vivier important. Et comment ça se fait du coup qu'il y ait des choses échangées ? C'est vrai qu'on me pose souvent cette question et en fait je pense que c'est une question de rôle modèle justement. L'escrime c'est un sport qui était assez réservé à une élite, financièrement, c'est un sport qui est cher. Beaucoup moins maintenant parce que les clubs mettent en place certains moyens pour que les jeunes, et moins jeunes, mais surtout les jeunes en tout cas, puissent y accéder, que ça soit un peu plus populaire. Maintenant, ce serait bien que les médias jouent le jeu parce qu'effectivement, si les gens ne voient pas d'escrime à la télé, ils ont un peu moins envie d'en pratiquer. Bon.
assez facile. Et en fait, je pense que, par exemple, pour ma part, donc moi j'ai eu mes frères qui en faisaient. À l'âge de 16 ans, par exemple, j'ai vu Laura Flessel devenir la première championne olympique à l'épée. Donc moi, ce jour-là, j'ai su que j'allais être médaille olympique déjà, et ça, c'était... tu l'as su. Ouais, moi, ce jour-là, je savais que j'allais être médaille... Enfin, j'avais pas envie, ou je savais que j'allais être médaille olympique. Pour moi, ça devenait concret, en tout cas, à ce moment-là. Et je pense que avec beaucoup d'athlètes venant de la Guadeloupe, parce que c'est quand même petit, la Guadeloupe, on devient champion du monde, champion de France, européen et médaillé olympique. Ça renvoie de bonnes ondes en Guadeloupe en disant, même si tu as 8000 km et que t'es pas pété de thunes, hein, parce que l'escrime, à la base, c'est quand même un sport qui coûte cher et qui était réservé à une élite particulière, enfin une classe sociale assez particulière, en fait, c'est possible. Et je pense que c'est ça qui fait que c'est devenu un peu plus populaire chez nous. Et en plus, le fait que, en fait, on a aussi, physiquement aussi, les fibres plus courtes, et du coup on est plus explosif. Après ça c'est comme ça, c'est la loi naturelle, hein, on peut rien y faire, et tant mieux d'ailleurs. Et puis voilà, je pense que ça vient de là. Donc du coup, au début, quand tu commences l'escrime, t'as pas du tout dans l'idée de devenir une sportive de haut niveau dans le domaine. Pas du tout, mais vraiment pas du tout. En plus, j'étais assez mauvaise. Non, mais il faut être honnête, avec du recul, on peut le dire. Hein. Après, tu as commencé à 4 ans, donc bon... Ouais, mais il y en a qui étaient quand même déjà pas mal, donc j'étais jamais sur le podium au début. Et je me rappelle plus de ta question de départ. Et du coup, oui, donc au début, tu voulais pas être sportive de haut niveau, donc à quel moment tu en prends conscience ? En fait, à l'âge de 11 ans, je fais mes premiers championnats de France. J'étais surclassée. Et puis, je fais 3e. J'étais super déçue parce que j'étais venue gagner. En plus, venant de la Guadeloupe, les gens vous prennent pas au sérieux. C'est assez drôle, on n'était pas beaucoup de noirs dans le gymnase. Donc c'est d'autant plus motivant pour fracasser tout le monde en fait, parce que c'est ça dont il est question, faut être honnête aussi. Et en fait, donc là, à partir de là, j'ai commencé à avoir des entraîneurs, les entraîneurs nationaux qui venaient... déjà, il y avait un stage en Guadeloupe de temps en temps, ils venaient un peu draguer ma mère en lui disant, vous savez, votre fille, elle a un potentiel, faut qu'elle vienne en équipe de France et tout, machin. Ma mère était prof à l'époque et assez dure, et c'était hors de question tant que ma fille... Enfin, l'escrime, c'est un sport... C'est un sport peu connu et puis pas professionnalisé. Si elle se pète quelque chose, du jour au lendemain, elle sera plus personne, en fait. Ce qui est arrivé d'ailleurs plus tard par la suite. Et en fait, oui, voilà. Après, Laura Flessel, que j'ai connue toute petite, qui m'a limite changé les couches. La nana, elle se pointe, elle devient première championne olympique à l'épée d'âme. Tu te dis, purée, t'as 8000 km, tu te dis que c'est pas possible, parce qu'on t'apprend que c'est pas possible, en fait. Parce qu'on te dit, on est 100, vous êtes 3 noirs, qu'est-ce que tu fais là ? Et parce que tu viens d'où ? Tu viens de la Guadeloupe, mais vous vous déplacez comment ? Enfin, vous vivez comment ? Enfin, t'as l'impression d'être... C'est en France, ça ? Ouais. Et au moment, on m'a posé des questions, mais des trucs, tu te dis, mais... un culte. Donc, voilà. Et puis finalement, tu te dis, ouais, c'est possible, c'est accessible. Et moi, c'est à partir de là que vraiment cette médaille olympique à Atlanta... ça a vraiment... En plus, j'ai eu la chance par le conseil général régional de la Guadeloupe. Ils prenaient les 10 meilleurs sportifs de la région et les envoyaient aux Jeux. Donc, on a pu aller à Atlanta et on l'a vu. Et ouais, j'ai encore quelques frissons, mais j'ai switché à partir de là. Ouais. Et ton équipe autour de toi, ça a toujours été ta famille ? Ou est-ce que tu avais des entraîneurs qui n'étaient pas tes frères ou autres ? Alors, j'avais des entraîneurs de club. J'avais aussi des entraîneurs de pôle, parce que du coup, je suis rentrée très vite en centre sportif de haut niveau en Guadeloupe, au Krebs de la Guadeloupe. Après, j'ai toujours eu la famille, ça c'est clair. Ma mère, ça a été très dur. Elle voulait quand même une fille qui fasse de la danse et pas un sport de combat. Donc, ouais, ça n'a pas été simple, mais elle a toujours été là pour moi. Elle m'a toujours soutenue, elle s'est investie, elle s'est même saignée pour nous. Et pour moi, en l'occurrence, puisque je suis celle qui a fait... pour laquelle elle a fait beaucoup de sacrifices. Et parce que c'est vraiment des sacrifices, pour le coup. Ok, et du coup, donc, à un moment donné...
t'as dû venir dans l'Hexagone. Ouais. Et du coup, comment ça s'est passé? Puisque j'imagine que ça a dû être difficile. Il y a quand même l'éloignement géographique. Horreur. Alors souvent, quand on parle de ça, quand on parle plutôt niveau études, il y a les étudiants de Montpellier, Bordeaux qui disent mais nous aussi, on a dû quitter notre famille pour venir à Paris. Ouais. Mais sauf que c'est pas la même distance, c'est pas du tout les mêmes relations. Donc comment t'as vécu ce... Alors moi, ça a été très dur. Alors déjà, pour l'escrime, je partais une semaine par mois en compétition, une semaine à 10 jours. Sauf que plus je faisais des résultats, plus j'étais intégrée dans l'équipe de France. Et en fait, je me retrouvais finalement à une semaine à 10 jours en Guadeloupe. Donc plus les cours à rattraper et tout ça, ça devenait vraiment fatigant. Et donc ma mère voulait absolument que je parte après le bac. Et encore une fois, elle a vraiment eu raison que j'ai un bagage. Quand je suis partie, par contre, donc ça a été... là, je savais que j'allais pas revenir. Donc ça a été le premier déchirement, les pleurs à l'aéroport et tout ça. C'était assez horrible, hein, il faut être honnête. Et après, ça a été dur parce que Bordeaux, c'était là le centre national. Donc maintenant, Bordeaux, quand j'y retourne... je trouve que c'est une ville super accueillante, avec des étudiants et tout ça. Mais à l'époque... Venant de partout, c'était très sympa, mais à l'époque, j'étais la seule noire quand même. Et ça, je sais que je reviens beaucoup là-dessus, même si je suis pas très pour les propos racistes et tout ça, mais ouais, j'ai morflé. J'ai morflé, on m'a mis des pots de banane sur la route, et pas qu'en image d'ailleurs. J'ai morflé, on va dire ça comme ça pour rester poli. Et le gros truc, c'est que le week-end, moi, je rentrais pas à la maison, quoi. Ouais. Assez souvent, je me retrouvais seule dans l'internat. Alors, je sais pas si vous connaissez le Crêpes de Bordeaux, mais c'est quelques hectares, quoi. C'est quand même grand. Il m'est arrivé la première année d'avoir des week-ends où, surtout en se rapprochant de Noël, où il y avait la cuisine de fermée, il y avait la laverie de fermée, parce qu'il y a tout en fait sur place. Où, les cours peuvent se faire même sur place, c'est-à-dire qu'on s'entraîne la journée, on a les profs qui viennent nous faire le cours après le soir, donc ça c'est quand même tout est optimisé pour que vous soyez entre guillemets champion. Et il m'est arrivé à plusieurs week-ends de me retrouver seule dans ce grand truc, et là c'était pas l'époque du portable, du smartphone, donc c'était dur. Après, j'ai eu l'occasion aussi de retrouver mes frères sur Paris et quelques cousins pas très loin de Bordeaux, mais concrètement, c'était dur, mais en même temps, c'était entre guillemets bien, parce que ça me forgeait. Et même pendant les moments de doute, je me rappelais que je morflais, mais ma mère, elle s'était sacrifiée en fait. L'objectif, c'était pas d'aller à Bordeaux et m'éclater, faire la fête, etc. Le but, c'était de revenir avec une médaille olympique, quoi qu'il en soit. Donc je sais que financièrement, c'était très dur et que mes parents, et surtout ma mère, s'est vraiment énormément sacrifiée, comme on peut l'imaginer. Et du coup, ça permet aussi de rester, toutes les fois où on a des doutes, où on se pose des questions, en fait, ça permet de rester l'objectif en tête, quoi. Donc, finalement, c'était une douleur peut-être nécessaire finalement. Et t'es arrivé à avoir du recul déjà à cet âge-là, enfin assez jeune du coup. Mais j'avais pas le choix en fait. Je pense que j'avais pas le choix. On m'a pas laissé le choix, mais en fait moi mon objectif il était très clair. Et pour ça il fallait que je monte mon niveau, et puis même intérieurement que je sois au-dessus de ce que j'avais connu, même si j'avais que 18 ou 19 ans. Je savais qu'il fallait que je fasse plus que les autres en fait. Et encore aujourd'hui, je pense que j'avais juste pas le choix. Il fallait être soit la première, au pire, la première et demie, quoi. Mais pas garde plus, quoi. Quand on a eu la discussion la dernière fois, tu me disais que tu aurais aimé qu'on te prépare du coup à certaines choses. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui a changé dans le milieu du sport pour les... Alors, dans le milieu du sport, puis même au niveau un peu tech, quand je croise des jeunes venant de la Guadeloupe qui veulent faire des études tech ou dans le milieu du sport, ça a un peu évolué parce que il y a une espèce de communauté aussi qui s'est créée où moi quand je suis arrivée, j'étais toute seule, quoi. La première année, ça a été l'enfer. La deuxième année, il y avait, on était beaucoup plus nombreuses, c'était 3 noirs. Multiplié par 3. Franchement. Et puis on s'entendait super bien, donc ça c'était cool. Et aujourd'hui, il y a une espèce de communauté où en fait quand t'arrives, tu t'es pas tout seul. Déjà ça, c'est déjà
super bénéfique. Et en plus, quand tu pars, déjà, en Guadeloupe, je sais que ça se fait, et je pense qu'en Martinique, ça doit se faire aussi, il y a aussi une communauté des personnes qui reviennent, ou même des personnes qui sont sur place et qui te disent comment ça se passe. Et puis moi, quand je rentre, comme d'autres athlètes, je sais, d'autres escrimeurs, mais aussi dans d'autres sports, dans le judo, l'athlé, on a beaucoup d'échanges avec... Enfin, moi, je vais dans des écoles, je vais dans des collèges et un peu dans des lycées. Et j'échange avec les enfants et les élèves, mais j'échange aussi beaucoup avec les parents. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui ont peur. Donc c'est aussi bien de les rassurer et de leur dire la vérité, en fait. Parce que moi, je suis pas entraîneur national et je suis pas sponsor. Donc je vais pas mettre 5 000 € pour avoir 50 000 dans les poches. Je pense que c'est important de leur dire la vérité sur ce qui va se passer et comment ça peut se passer. Parce qu'on sait jamais, ça peut très bien se passer comme ça peut très mal se passer. Mais aussi parce que parfois on trouve des parents qui pensent que leurs gamins sont bankable, quoi. Et dans ce cas-là, ils partent à l'extrême et c'est aussi bien pas de les recadrer, mais aussi de leur dire, en fait, c'est pas non plus comme ça qu'il faut voir les choses, quoi. Donc ouais, les choses ont évolué et continuent d'évoluer et surtout il y a le retour. Et ça, c'est important. Moi, je l'ai pas eu, j'ai pas eu cette chance-là. Mais justement, parce que je l'ai pas eu, et je n'hésite surtout pas à partager mon vécu au quotidien avec des enfants ou des collégiens, des lycéens, des sportifs, et puis des jeunes qui veulent se lancer dans des études compliquées, en l'occurrence dans la tech. En fait, tu es devenue championne de France à 17 ans, c'est ça ? Possible. Et c'était avant de partir de la Guadeloupe ou... J'ai été médaillée au championnat de France avant de partir. Je ne sais pas si j'étais championne de France. Je pense que j'étais championne de France après être partie. Mais j'ai été médaillée déjà avant de partir. Et ça fait quoi d'être championne de France tu vois, je me rappelle même pas des dates vraiment. Donc, ouais, c'est sur le coup, oui, c'est bien, c'est extra. Et puis, c'est surtout que t'es devant tout le monde, quoi, en fait. C'est juste ça. Et ça amène un peu de reconnaissance déjà au sein du groupe. Même si, quelque part, je commençais déjà à l'avoir, en fait, cette espèce de légitimité, en fait. Et tu as réussi à avoir une adolescence normale, entre guillemets ? Tu vois, ce côté adolescente rebelle, je veux sortir tard avec mes potes. J'ai pas vraiment eu ça, non. Mais j'ai pas de regrets parce que c'est un choix de vie, en fait. Et puis j'en ai pas eu besoin non plus, de toute façon. Donc non, mais c'est pas grave. Et ton quotidien, du coup, de sportif de haut niveau, il ressemblait à quoi ? Alors, ça dépend des périodes, mais là, par exemple, à l'internat, on se levait pas très tôt, mais ça peut-être 7h, je pense. Les cours entre 8 et 10h30, entraînement entre 10h30 et midi et demi, on déjeunait, on partait l'après-midi en cours, on enchaînait avec l'entraînement pendant 3 heures, et le soir, on avait encore 2 ou 3 heures de cours, les profs venaient. Donc ça, c'était plus jeune. Après, adulte, ça a été entraînement en grosse dose, quoi, un peu peut-être 2 ou 3 heures de plus par jour. Faut compter à peu près 7 heures d'entraînement par jour. Tous les jours ? Sauf le dimanche, peut-être, ou le samedi, sauf le week-end, mais généralement on est en compète, ou parfois en repos. Mais en période olympique, par contre, c'était que ça. C'était entraînement le matin, déjeuner, petit repos, entraînement l'après-midi, entraînement le soir parfois. Et entre les deux, moi j'ai eu une période pro où j'ai mis un peu le sport de côté et je voulais avancer un peu plus dans ma carrière professionnelle entre 2 Olympiades. Et là, c'était entraînement entre 20h et 22h30. Donc après, le temps de t'étirer, te doucher, rentrer chez toi, manger, te coucher, t'es pas couché avant 1h du mat et tu repars. Parfois, tu t'entraînes à 6h du mat avant d'aller bosser. Donc c'était des rythmes soutenus, mais encore une fois, ce sont des choix. Beaucoup de personnes parlent de sacrifice. Moi, je parle de sacrifice quand je parle de ma mère, parce que je sais ce qu'elle a enduré, même si j'ai appris des choses petit à petit, surtout sur les finances. Mais pour moi, ça reste des choix. Ce sont pas des sacrifices. J'ai vraiment fait le choix de pas aller faire la fête. Et pourtant, je suis une fêtarde. Je vis maintenant, je vis beaucoup la nuit. Depuis quelques années d'ailleurs. Mais ce sont des choix de vie. J'aime la junk food, de temps en temps une bonne pizza avec 1 litre de glace parce que j'aime beaucoup la glace. Mais ça, c'est pareil. Quand vous êtes dans une période olympique, le projet est tellement important que finalement, ça devient votre ADN. C'est même pas que je me refuse à manger une bonne pizza ou à aller faire la fête avec les copains, c'est juste que ça me vient pas à l'esprit à ce moment-là, en fait.
le projet est plus grand que moi en fait. Donc, mais ce qui est fou, c'est que on a vraiment l'impression que t'étais en mode programmatique. Presque. Ton objectif, c'était les JO. Et même quand on t'interroge sur le championnat de France, on a l'impression que en fait, c'est juste une étape que tu as validée pour y arriver, et c'est rien de plus. Et du coup, c'est hallucinant. D'où te vient cette détermination parce que tu connais les sacrifices de ta mère, mais du coup, on a plein d'exemples de personnes où les parents se sont sacrifiés, mais c'est pas pour autant qu'il y a autant d'ambition, de détermination. Donc, selon toi. Alors déjà, je pense que ça vient de ma famille et beaucoup de ma mère. Ma mère, ma mère était prof. Et encore maintenant, j'ai 39 ans, je croise encore ces élèves parfois à Châtelet ou je sais pas, n'importe où, et qui me disent ah ouais, vous êtes la fille de Madame Danotte et tout. Je dis ouais, c'était ma prof. Elle était dure. Franchement, c'était l'enfer, mais merci quoi. Et merci parce que ça m'a permis d'avoir un boulot, ça m'a permis. Elle a été à l'encontre. Moi, je peux le dire maintenant, c'est pas grave, mais à l'encontre du système parce que parfois il y a eu des collégiens qui ont eu quelques difficultés, qui devaient pas passer, qui devaient pas avoir leur bac, pas mal de trucs et qui en fait elle s'est saignée pour eux et qui ont réussi, donc ça c'est cool. Donc quand on connaît ma mère, on sait que ça vient de ma mère, la détermination, ça c'est clair, et que pour elle, sur le podium, un podium généralement c'est 1, 2 ou 3 places, mais en fait il n'y en avait qu'une pour elle, donc c'est sa façon de... pour vous donner un exemple, ma mère était prof de bio, et elle voulait devenir proviseur, et en fait c'est un concours national en France, elle est sortie majeure de la promo. Donc à partir de là, ça donne un peu l'idée du truc, quoi. Donc moi je savais que je voulais faire ça, je savais que j'avais la possibilité de le faire, je me suis donné les moyens, et puis je pense que en plus de ma mère, ça vient aussi de cette espèce de communauté un peu où on se chambre beaucoup en Guadeloupe, mais on se serre beaucoup les coudes chacun, et je pense que ça vient de tout ça en fait, cet environnement familial et amical, sportif en fait. Est-ce que tu as eu ta mère comme prof ? Ah, heureusement non. Je m'en serais pas sortie vivante. Ah non. Et du coup, donc cet objectif de médaille olympique, tu finis par l'atteindre. Et donc là, qu'est-ce que tu ressens ? Parce que finalement, c'est l'objectif de ta vie et tu l'atteins. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Alors là, c'est assez particulier. Donc pas de fête, on est d'accord, pas de glace, plein de trucs. Mais du coup, moi, j'ai pas vu, par exemple, mes neveux grandir. Pour moi, la famille, c'est quand même super important. Je les ai pas vus grandir pendant une période. Et plein de petites choses de ce genre, ou grandes choses d'ailleurs. Et en fait, le jour J, on est tellement près que ça se passe bien, déjà. Et tout remonte, quoi. Quand on monte sur le podium... alors moi je suis un peu insensible, mais là la Madeleine quoi. Moi j'ai chialé sur le podium, j'étais pas la seule d'ailleurs, mais il y a toutes les images qui remontent. Je repense à mes frères, je pense à mes études que j'ai mis de côté pendant un moment, je pense à la maladie parce que j'ai eu une tumeur pendant un moment, comme je disais, du jour au lendemain on peut se retrouver sans rien en fait. On peut être quelqu'un de super connu avec beaucoup de fans, un peu d'entrée d'argent avec le sport et tout ça, mais du jour au lendemain il reste ta mère quoi. Ouais. tu te blesses et c'est aussi pour ça que je disais qu'elle avait raison en fait que je parte avec un bagage et universitaire et je pense que je me rappelle très bien, moi j'avais tout ça, toutes ces images qui me revenaient. Je pensais à ma mère, je pensais à mon père, à mes frères, je pensais à mes potes, à mes neveux, à mes études, et tout est monté comme ça sans cesse. Bon après c'était pas la Marseillaise qu'on entendait malheureusement, mais pendant ce temps-là en tout cas ça remontait, et puis après là par contre on a fait la fête parce que ça faisait peut-être 2 ans on a galéré pour se qualifier, on s'est qualifié à la dernière minute, et puis on revient de cette médaille. C'était au mois d'août d'ailleurs, je pense que c'est dans pas longtemps que ça se fête, et on a fait la fête pendant 3 mois quoi, non-stop. Là ça a été dur de revenir à la réalité par contre. Et t'as pensé à la Guadeloupe quand t'as obtenu cette médaille ? Ouais bien sûr, c'est inévitable, enfin moi je viens de là-bas, je suis fière d'être guadeloupéenne, et puis aussi c'est sans rentrer dans ce truc de je veux prouver parce que je fonctionne pas comme ça, mais
je sais que beaucoup de personnes croyaient pas en moi parce que je débarquais, en plus voilà, l'escrime, élitiste, tout ça. Et des personnes que j'ai dérangées aussi, forcément, il y a des places qui étaient là, et à un moment donné, s'il faut être 4 et que t'es pas dedans, il faut que, sur la piste, que tu prouves, quoi. Donc, tu vas chercher ta place, donc forcément, il y a quelqu'un qui sort, hein. Et généralement, les gens qui sortent sont pas contents. Donc, c'est la loi du sport comme la loi de la vie, en fait. Et ouais, la Guadeloupe, c'est une fierté quand même de rentrer chez soi et de dire, voilà, en fait, c'est aussi pour vous et pour vous dire que même si on est à 8000 km, même si on se fait traiter de macaque, parce que ça m'est arrivé, même si on se fait une double fracture du pied aussi, parce que, il y a quelqu'un qui laisse tomber son pied sur un match, laisse traîner son pied sur un match de basket, même si pas mal de choses, c'est pas grave, en fait. Vous avez votre objectif, vous avez votre détermination, votre ambition, votre truc, allez-y, quoi, faites votre truc. Roulez CEO, faites votre truc, il n'y a pas de problème, en fait. Donc, ouais, bien sûr, bien évidemment. Et j'y penserai toujours, en fait. Et ta médaille, elle est où aujourd'hui ? Elle est chez moi. Elle est chez moi, dans une petite boîte. Et je pense à la mettre dans un coffre, parce que j'ai été cambriolée il y a quelques temps. Et ça me ferait vraiment mal. Ça serait dommage. Ouais, j'y pense sérieusement. T'as envie des fois de te balader avec ou pas ? Jamais. Non, et puis je la sors rarement, vraiment. Quand par exemple je vais voir les gamins, je me dis faut que j'y pense. Je me mets un rappel d'ailleurs pour la prendre. Mais sinon non, je la regarde pas. Je sais qu'il y a des gens qui regardent, qui de temps en temps qui la police tous les jours. Et tout, mais moi non, en fait, je sais qu'elle est là et puis elle est dans mon quoi. Ah mais oui. Ouais, elle est dans mon cœur. Elle est dans mon cœur et puis l'expérience que j'ai vécue, c'est une expérience que déjà que je ne revivrai pas, déjà. Et puis cette sensation de... On est des milliards sur Terre. Hein. On n'est pas nombreux à avoir participé aux Jeux. Et on est encore moins nombreux sur Terre à être médaillés olympiques. C'est une sensation de ouf. C'est une sensation indescriptible. Et qui... Donc ça, c'est le plus important, en fait. Même si la médaille a son poids, ça, c'est le plus important. C'est le vécu. Et du coup, qu'est-ce qui se passe après cette médaille ? Tu continues un petit peu l'escrime ou pas ? Ah oui, carrément. Alors après, donc on fait 3 mois de fête. Hein. On a notre entraîneur national qui au bout d'un moment nous dit en fait les filles, faut peut-être penser à prendre la route de la salle. Ok, donc ça a été dur quoi. Ça a vraiment été dur, d'autant plus que derrière, on avait les championnats du monde quelques mois après, qu'on gagne, mais ça a été l'horreur. Ça a été l'horreur physiquement parce que, on n'a plus mangé de haricots verts, hein, faut être honnête. Hein. Il y a eu de la junk food, il y a eu du bokit, il y a du colombo, il y a eu plein de trucs, quoi. En plus, moi, je suis une vraie gourmande, quoi. Et puis voilà, j'aime les plats de chez moi, par exemple, et de certains plats de pays africains. Donc, et pas que, mais bon, bref, donc grosse gourmande, donc un peu de poids, un peu de beaucoup de choses. Et donc, ouais, ça a été dur de revenir physiquement, mais et puis surtout mentalement, parce que finalement, t'as atteint ton objectif, cet objectif que t'attends depuis longtemps, et tu fais quoi après, en fait ? Qu'est-ce qui peut te remotiver pour revenir en selle, et puis surtout aller déglinguer tout le monde, quoi, et devenir championne du monde ? Donc ça a été dur pour nous toutes. Et ce qui a été fort, c'est qu'on s'est parlé et on s'est mises toutes ensemble en mode on va se faire mal chacune ensemble. Et quand il y en a une qui a un petit moment de faiblesse, en fait, on va la requinquer pour qu'on arrive à vraiment être motivé petit à petit, faire des résultats en Coupe du Monde et arriver à justement être championne du monde. Et quand t'as été médaillée olympique et que tu arrives dans une compétition mondiale comme ça, est-ce que tu as une sorte d'ascendant psychologique où tout le monde se dit « Ah non, vas-y, elles arrivent, j'ai trop peur » ou au contraire, c'est « Ok, ça c'est la cible à abattre. Si on arrive à gagner face à des médaillés olympiques, on est trop bonne. » Alors, il y a de tout. Il y a de justement la cible à abattre, ça c'est clair. Il y a de oh là là, mon Dieu, elle me fait peur, je m'arrache. Donc il y a vraiment de tout. Mais par contre, c'est comment toi tu gères le truc. En fait, du jour au lendemain, enfin moi mon parcours c'était du jour au lendemain, je suis arrivée, elle vient d'où ? Ensuite, ça a été, de toute façon, elle va pas rester. Après, c'était, mais elle est là. Elle est encore là. Mais elle est devant nous. Mais comment ça fait mon shit, alors? Donc, un peu de tout. Pour ceux qui parlent créole, tant mieux que les autres. Vaut mieux pas savoir. Mais, voilà. Et, ensuite, ça a été, comment tu gères l'après, quoi. Comment, parce que t'es attendu.
Alors, est-ce que tu arrives à gérer, te dire, cette pression, tu la prends pour toi et tu prends juste la pression nécessaire et le stress nécessaire pour t'impulser, ou sinon tu t'écrases en fait. Et notre force, déjà, on a une école escrime en France qui est très forte, mais notre force, c'était justement ça. Mais qu'on s'entende ou pas, d'ailleurs, parce que faut savoir que j'ai été médaillée olympique avec des nanas qui n'étaient pas forcément mes copines, et une, c'est ma meilleure amie, mais pas forcément les autres. Mais que, voilà, on travaille en bonne intelligence, et surtout, on arrive à se motiver toutes ensemble, en fait. Donc finalement, le fait du groupe et de l'équipe, ben, tu te sens bien. Tu arrives à passer au-dessus de tout ça. Et le doute qui peut s'installer disparaît parce que tu reviens à tes basiques. Quand tu as des doutes, tu te parles. Les sportifs font beaucoup ça, en fait, se dire, tu as beaucoup travaillé, alors moi, mon truc, c'était, t'as beaucoup travaillé, tu t'es donné à fond, maintenant fais-toi plaisir, démonte-la, tu l'as, allez. Donc voilà, chacune son truc, mais c'était un peu dans ce genre-là, quoi. Et en fait, même si individuellement c'était moyen le temps de reprendre, ben en fait, sur les compètes par équipe, on se lâchait toutes et finalement, par le groupe, on est toutes revenues individuellement sur nos trucs, quoi, à notre niveau. Et après ces championnats du monde, tu continues toujours ? Après, c'est là qu'il y a eu un petit souci. Donc moi, j'ai eu une tumeur en fait. J'ai été malade pendant quelques temps. Puis en plus, avec la bonne façon de communiquer des médecins français, enfin des médecins tout court, je pense. On les connaît. Donc voilà, ça a été assez douloureux. Ça a été assez dur en fait, pas tant physiquement, mais surtout, mais surtout mentalement. Ce qui a été le plus dur, c'est que pour moi, ma carrière n'était pas finie. Et je savais que je pouvais continuer et que je voulais encore donner des choses à ma mère, en fait, rendre des choses à ma mère. Donc j'ai fait le choix de ne pas en parler et d'affronter ça seule. Après, on m'a très clairement dit qu'il fallait que j'arrête. Donc effectivement, j'ai continué. Et c'est là que ça a été la cata, parce que la médication que je prenais a fait que au niveau des ligaments et des tendons, ça a pété petit à petit, quoi. Donc j'ai eu une luxation de l'épaule qui est sortie l'horreur. J'ai eu les tendons d'Achille. Enfin, j'ai eu pas mal de petites choses, mais en même temps, si j'arrêtais, je serais jamais revenue. Si j'avais arrêté, je ne serais jamais revenue. Et puis surtout, même si les gens ne comprenaient pas, ils se disaient toujours, parce que j'entendais des trucs, et ça m'énervait, elle est toujours blessée, elle a toujours ci, elle a toujours un pet, mais les gens ne savaient pas ce que je vivais. Ils se permettaient de juger, comme ça arrive souvent dans la vie, mais bon, c'est pas grave. Donc ouais, ça a été une petite période assez compliquée, et puis finalement, physiquement, ça a commencé à aller un peu mieux, mais même si ça a duré quand même pas mal d'années, quand ça a été un peu mieux, j'ai pu revenir petit à petit, faire des résultats, et puis revenir en équipe de France titulaire, et puis à nouveau d'être médaillée mondiale, du moins, et ainsi de suite, quoi. Toujours cette détermination. Mais je pense que c'est... Après, j'espère que je ne vais pas choquer, mais moi j'ai eu la chance d'avoir des parents qui nous ont éduqués en nous disant que tout était possible. Mon père, par exemple, mon frère, il voulait être astronaute. Et mon père, c'était le genre à dire, ma mère, c'était bon, alors, il faut que tu fasses ça comme étude, tu sais, c'est pas évident. Alors, les études, c'est machin, le cursus, alors, c'était son premier mot. École, cursus, universitaire, diplôme, etc. Mais c'est comme ça qu'elle a appris. Et après, mon père, c'était... en fait, si t'es vraiment déterminé, t'as vraiment envie de ça, bats-toi et tu peux y arriver. Que tu sois noir, que tu viennes de 8000 km, que tu n'aies pas forcément les diplômes, que t'aies pas les certifications, que t'aies pas ceci, en fait, tu peux y arriver, quoi. Et on a eu cette chance, je pense vraiment, d'avoir des parents qui nous disaient et qui nous répétaient que tout était possible et accessible, que le monde était en fait accessible à tous. Pas si facilement en tout cas, mais que c'était accessible petit à petit. Et nos parents sont pas passés à côté de nous, donc ils ont toujours été là. Donc je pense que déjà ça c'est vraiment une bonne base, parce que ça te permet ça te propulse, quoi. Et tu sais que le moindre croc que t'as dans ta vie, le moindre accro, tu te retournes et cette base, elle est toujours là, souriante, à t'accueillir et à te repropulser vers autre chose, en fait. Et c'est ça,
ouais, cette détermination, vraiment, je sais qu'elle vient de là à la base. Et du coup, tu as voulu retenter les JO après Ouais, après on a donc 2008, on n'avait pas d'épée dames par équipe, donc on a essayé de se qualifier pour les Jeux de Londres. Alors là, ça a été l'horreur, faut le dire, parce que la dernière épreuve était à Paris chez nous, donc on a fait venir les amis, la famille, on va y aller, on va y arriver, il ne reste pas grand chose et on se qualifie pas d'une touche. Donc ça a été raide, mais ça fait partie du jeu, sans faire de jeu de mots. Donc ouais, ça a été dur, mais ouais, voilà, c'est comme ça fait vraiment partie du jeu. Donc par contre là, ça a été tellement dur que je crois que j'ai pris un billet pour la Guadeloupe du jour au lendemain, ou peut-être le surlendemain, mais vraiment je pense que c'est du jour au lendemain. Et je suis rentré peut-être 10 jours, 2 semaines en Guadeloupe, et je pense que ma mère s'est vraiment inquiétée parce que je parle beaucoup, comme vous pouvez vous rendre compte, et je pense que j'ai pas dû parler pendant 1 semaine à 10 jours, quoi. Je pouvais juste pas parler, pas dormir, c'était violent. C'était violent parce qu'on avait la capacité, les possibilités de se qualifier et d'être au Jeux de Londres, et on est vraiment passé à une touche vraiment près. Et après, pour Rio, 2 ans avant, donc après les Jeux de Londres, moi j'ai fait une pause, j'étais pas la seule à avoir fait. 2012, hein, 2012, ouais. Une petite pause et puis s'investir un peu plus sur le plan professionnel parce que je savais que ça allait bientôt être la fin de ma carrière sportive et que je voulais travailler dans la tech, dans l'innovation, dans le design thinking, pas mal de bonnes choses. Et donc je me suis un peu plus focus sur cette partie-là. Donc pendant 2 ans. Ensuite, j'ai voulu revenir sur l'escrime. Il fallait déjà que je commence par gagner les championnats de France. Donc nickel, ça c'est le premier truc que j'ai fait, c'était signer. Pourquoi t'as voulu revenir ? Mon objectif c'était toujours les Jeux de Rio. Moi j'avais 32 ans à Londres, donc 34 quand je voulais revenir. Et quand t'as goûté au jeu, t'as envie d'y retourner. Ouais. Sauf si t'en as vraiment marre parce que quand tu t'entraînes, même si on a des plages horaires assez importantes, tu vois, on s'entraîne entre 6 et 12 heures selon la période par jour, bien 6 jours par semaine, tu vas quand même à l'encontre, tu dépasses tes limites, et pas qu'une fois. Donc physiquement, c'est quand même dur, et mentalement aussi. Mais voilà, ma carrière n'était pas finie, moi j'avais vraiment envie d'aller au bout du truc. Sauf qu'après, j'ai eu un accident de voiture, un gros accident de voiture, j'ai failli perdre l'usage de mes jambes. Et donc là, j'ai été arrêtée pendant 6 mois, morphine, des trucs assez forts et pas drôles du tout. Et quand j'avais plus mal, quand j'étais plus hors de danger, mais j'avais encore très mal, on m'a quand même autorisé à reprendre le sport pour essayer de me qualifier pour les Jeux Olympiques de Rio en 2016. Et j'ai jamais retrouvé mon niveau, parce que le truc des Jeux, c'est pas juste un niveau championnat de France, championnat du monde, championnat, ce que tu veux. Les Jeux, c'est aller vraiment chercher en toi et mettre la barrière encore plus haut que ce que tu penses que tu es capable de faire, en fait. J'ai jamais retrouvé mon niveau déjà de base. Et voilà, donc je finis ma carrière là-dessus un peu. Et au début, j'étais assez en colère parce que c'est un gars qui était témoin d'un mariage, il regardait son téléphone, il regardait pas la route. J'ai pris la vitesse dans la tronche. Mais ouais, le médecin m'a rappelé quand même que j'étais debout. Et... Du coup, tu l'as dit, tu avais déjà réfléchi à ton parcours professionnel dans la tech. Pourquoi la tech ? Pourquoi celui-là et pourquoi pas, comme d'autres sportifs, être resté dans le milieu du sport, justement? Pourquoi pas déjà le sport? Non, parce que j'avais vraiment envie d'autres choses. J'avais fait ça toute ma vie. J'ai commencé l'escrime à 3 ans et demi, j'ai pris ma retraite à 36 ans. J'avais envie d'autre chose. J'avais vraiment envie de sortir de ce milieu-là, même si petit à petit je vais y revenir par la suite. Mais ouais, j'avais envie de voir autre chose. Après, la tech, je sais pas, c'était une obsession en fait. J'étais persuadée, je le suis encore, même si je trouve qu'il y a des boîtes qui se perdent, mais que grâce à la technologie, même si aujourd'hui c'est quelque chose qui finit par nous éloigner en fait, au niveau de la communication, au niveau des relations humaines en fait, ce qui est assez bizarre, mais je pense toujours que grâce à la technologie, on a la possibilité de changer le monde, de changer beaucoup de choses dans le monde. Et ouais, je suis une accro au digital, donc la data c'est quelque chose qui m'intéressait, l'intelligence artificielle, la tech dans le sport, la tech d'une manière générale.
Et comme en France, je vais juste enchaîner là-dessus 2 secondes. En fait, en France, on a ce problème, parce que je pense que c'est un vrai problème, en tout cas pour moi. Je vois ça comme ça. Pour que tu accèdes à certains postes, il faut que tu aies des diplômes. Ouais. Ah, oui, On est encore dans un monde en France où, il faut que tu aies des diplômes. Mais c'est pas ça, il n'y a pas que ça. Le pire du pire du pire, c'est que finalement, on est très consanguin. C'est-à-dire que quand t'es dans une boîte et que tu as fait telle école d'ingé ou telle école de commerce, tu vas recruter des gens qui viennent de cette école-là ou à peu près le même système. Exact. Parce que déjà, tu te dis, tu sais comment ils pensent, puisque tu l'as fait, cette école. Et en fait, tu te dis que ça sera plus simple, plus facile, parce que tu perdras moins de temps à expliquer des choses et que ça sera plus rapide. Mais réfléchis un peu, ça veut dire qu'à aucun moment tu vas être challengé sur ta façon de penser, que tu vas être challengé sur ta manière d'arriver à ton objectif. Et ça, c'est un truc qui me rend dingue. Ouais. Bon, bref, ça fonctionne comme ça. Pour ma part, moi, mon école préférée, c'est YouTube. Ça a l'air très con, mais j'ai appris beaucoup de choses via YouTube. Et puis, petit à petit, avec des MOOC ou des certifications online. Et ce que j'ai fait, parce que comme je lisais beaucoup et que j'étais très intéressée par l'intelligence artificielle, la data et tout ça, et que je n'avais pas les diplômes dans ces domaines, et que, moi, j'ai fait un master en management avec une spécialité marketing sur l'étude du comportement du consommateur, donc quelque chose qui pouvait être intéressant pour la data. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis inscrite sur Twitter, j'y connaissais rien. Ce qui est bien, c'est que j'ai rencontré des gens sur Twitter qui m'ont donné des conseils et savoir comment ça fonctionnait, ce qu'il fallait faire et tout ça. Et puis j'ai regardé, comme j'ai fait du marketing, j'ai regardé ce que faisaient mes sponsors, donc Coca et Nike. Et je me suis prise pour une marque. Donc le soir, quand je rentrais à 23h, 23h30 de l'entraînement, je lisais ce qui se faisait. Et je me donnais des objectifs et j'avais un plan, comme au sport que j'avais transposé pour le numérique. Et voilà, je me suis prise pour une marque et j'ai fait comme eux. Et petit à petit, je suis devenue influenceur. Enfin, dans l'idée, en fait, je retweetais pas mal ce qui était intéressant dans le sport. Ensuite, la tech dans le sport. Après, les sujets qui m'intéressaient. Et petit à petit, je mettais des commentaires. Et petit à petit, je donnais mon avis. Et voilà. Et finalement, j'ai fini par bosser dans ces domaines-là. Ça, c'est pas une question de diplôme, c'est une question de compétences. Et puis, c'est une question de savoir-être et de est-ce que vous allez matcher avec une entreprise ou pas, en fait. Donc... Non, mais surtout, le fait de recruter toujours les mêmes personnes, ça a posé des questions sur des sujets comme l'intelligence artificielle. Oui, c'est ridicule. On le voit déjà, les biais vont continuer. Mais c'est surtout la remise en question, en fait. C'est ça le plus important. Parce qu'à aucun moment, tu es challengé sur ta façon de faire, ta façon de penser, ton axe d'amélioration, tes objectifs. C'est ridicule. C'est penser à l'envers. Et aujourd'hui, tu as pas mal d'entreprises qui vont te parler de culture d'entreprise et te dire si tu veux nous rejoindre, il faut qu'il y ait un cultural fit entre toi et nos valeurs et tout ça. Mais en fait, le cultural fit, assez souvent, c'est juste une excuse pour te sortir, pour te dire tu corresponds pas vraiment à nos valeurs. Ouais, mais... Je sais pas, parce que je rencontre beaucoup de boîtes où je trouve que ça change quand même. Je pense qu'il y a beaucoup ce truc où justement on s'en sert pour... j'ai l'impression que ça change. Il y a pas que au niveau des startups, parce que il y a aussi beaucoup de startups où les gars ou les meufs, ils se disent voilà, moi j'ai un produit, je vais lever, je vais changer le monde. Ouais, bon, déjà on n'est pas obligé forcément de lever pour. Bref, c'est pas la question. Mais c'est un sujet. non, mais c'est vrai, c'est pas la question. Et puis des fois on se trompe sur les objectifs et puis même quand t'as levé, ça veut pas forcément dire que ta boîte va pas couler dans les 6 mois. Ouais, mais bon, bref. Et je trouve qu'il y a de plus en plus quand même de boîtes où t'as justement ce côté. Je lisais encore des annonces Blablacar. Sur Blablacar il y a pas longtemps où justement il y a un truc très con qu'ils mettent dans leur boîte, dans leurs annonces. Enfin, c'est pas con justement, mais c'est sur la fin de leurs annonces, ils mettent en fait si tu corresponds. En fait, c'est pas l'offre, elle est pas valable le 1er septembre ou le 10 octobre. Ils te disent, quand tu es prêt, tu nous rejoins, quoi. C'est-à-dire que tu passes les entretiens et en fait, si tu bosses et que tu as 3 mois de préavis ou si tu veux revenir dans 6 mois et que...
bah tu nous rejoins quand t'as le temps, enfin quand t'es prêt. Ouais. Et puis il y a d'autres boîtes où j'ai vu, et puis en fait tu te dis bon c'est peut-être du bullshit, mais quand tu rencontres vraiment ces gens-là, tu te dis que ben ouais ça change vraiment. Il y a vraiment des gens qui pensent que déjà bosser c'est pas tout, enfin même si on passe énormément de temps au taf, on passe quand même plus de 8 heures, enfin au moins 8 heures, Ouais. je sais pas, mais on passe beaucoup de temps au boulot, plus de temps avec notre compagnon de vie en fait par exemple, donc c'est quand même pas négligeable autant que ça se passe bien. Et ouais, j'ai l'impression quand même que ça bouge un peu. Mais du coup, donc on voit que tu as bien anticipé ta retraite sportive finalement, ce qui est un sujet chez les sportifs de haut niveau. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est ta mère qui a continué de t'influencer à ce sujet ou pas du tout? Alors, un peu pendant une période. Surtout quand j'ai été malade parce que je m'étais arrêtée pour le sport. Enfin, j'avais arrêté les études pour le sport, pour la qualif olympique, etc. Ensuite, j'ai été blessée, j'ai été malade, enfin, etc. Et là, j'ai dû reprendre mes études. Et parce que ouais, j'avais pas de bagage. Enfin, j'avais pas encore mon master, mon bac plus 5, et je me dis, enfin, je savais qu'il fallait que je fasse quelque chose, quoi. Donc, il fallait que je reprenne mes études. Donc oui, ma mère était là. Elle était encore bien présente, hein. Mais en dehors de ça, c'est surtout que l'escrime, c'est un sport amateur. Même si on s'entraîne comme des professionnels. Donc, il y a vraiment des périodes où on s'entraîne 10 ou 12 heures par jour. Mais, et qu'on est payé, enfin pour ceux qui sont payés d'ailleurs. Moi, je vivais bien mon sport, mais ça n'a pas été le cas de tout le monde. Mais c'est un sport amateur, ça reste un sport amateur. Enfin, en France, hein. Dans d'autres pays, ils sont millionnaires, ils vivent. Enfin, bon. Chez nous, en tout cas, c'est un sport amateur, même si on est très fort. Et juste ça, ça fait que t'es malade, ensuite t'es blessé, tu sais que si tu veux faire quelque chose dans ta vie et qu'en France, si tout passe par le diplôme, à un moment donné, t'es obligé de faire les choses, quoi. Okay. Et même si, comme je disais, après, je me suis formé par YouTube, par des certifications, des MOOC, etc., je n'avais pas le choix. Et puis finalement, ça a été une bonne chose, finalement, aussi de se sortir pour sortir de tout ça, quoi. Ok. Et du coup, là, je vais attaquer un sujet épineux concernant le fait que dans le sport français, donc au niveau des sportifs, il y a quand même pas mal de diversité. Mais quand on regarde au niveau des fédés, des instances dirigeantes, ouais, c'est pas du tout le cas. Donc, est-ce que tu as un point de vue sur le sujet? Est-ce que tu as envie de t'exprimer sur ce sujet? Non. En fait, si on prend l'exemple, déjà au niveau des fédés olympiques, il n'y a qu'une seule femme qui est présidente d'une fédé, c'est la Fédération d'escrime d'ailleurs, la présidente de la Fédération d'escrime, Isabelle Lamour. Donc, au niveau des arbitres, il y a très peu de femmes dans beaucoup de sports où il y a des femmes arbitres. Si on regarde bien, je sais plus, je crois que c'était pendant la Coupe du Monde, il y a eu un propos assez con pour pas changer d'une femme arbitre qui allait arbitrer des matchs d'hommes, je sais plus, c'était un propos à la con pour pas changer. Il y en a très peu. Il y a encore, on est encore à un stade où quand on voit une femme arbitre d'un match NBA dans WNBA qui passe arbitre de match NBA, quand même là c'est les États-Unis, on se dit qu'il y a un impact fort. Il y a un article qui sort. Quand on voit une Mauresmo qui prend les rênes pour, je crois que c'était Murray, ouais, c'est pas gagné, que ce soit en France ou dans d'autres pays. Après, que ça soit dans les instances dirigeantes, que ça soit les coachs, que ça soit les arbitres, je pense qu'on est aussi un peu encore formaté en se disant que, comme dans d'autres milieux, que une femme peut pas être bon coach, en fait, par exemple. Je prends un exemple très con qui est arrivé dans ma fédé. Des entraîneurs qui se positionnaient sur des postes d'entraîneurs nationaux. Donc pour eux, ça veut dire entraîner l'équipe nationale masculine, que les choses soient claires. Qui n'ont pas eu ce poste-là et qui sont devenus entraîneurs nationaux de l'équipe féminine. Et on apprend par la suite qu'en fait, le mec il est dégoûté, quoi. Il est dégoûté parce que il va entraîner les nanas c'est prise de tête, machin, et puis on entend des propos sur les règles, ça va, quoi.
Et c'est vrai que les hommes sont tellement exemplaires à côté, quoi. Enfin, ils font jamais rien, il y a jamais de scandale. non, je pense qu'on est formaté encore. On est encore dans un truc où la femme, qu'elle soit entraîneur, qu'elle soit coach, qu'elle soit arbitre, qu'elle soit présidente d'une fédé ou qu'elle soit au board d'une boîte du CAC 40, elle n'est pas capable en fait. Et je pense que c'est aussi de notre faute parce qu'on a été, pour certaines, éduquées un peu comme ça. Et qu'on est dans un monde quand même où, qu'on le veuille ou non, dans notre environnement au quotidien, on prend ça tous les jours, quoi. Que ça soit sur des pubs, ça a l'air un truc con, mais sur une pub où tu vois une femme à poil, que ça soit sur c'est le moindre détail a son importance en fait. On nous éduque comme ça de petite à adulte. Et si on se pose pas de questions, on peut ne pas s'en rendre compte. Moi, il y a des choses que je vois depuis jeune, quand je lis aujourd'hui certains mouvements un peu extrémistes là pour le coup, et tu dis mais en fait ah ouais, j'avais pas vu ça comme ça, mais oui, en fait oui. Donc je pense qu'il y a beaucoup notre formatage, si je puis dire, on a beaucoup notre environnement au quotidien. Et puis, par contre, ce qui est bien, c'est que les femmes se laissent pas faire, quoi. Donc, les choses sont aussi en train de changer. Et puis, comme je te disais, il y a pas si longtemps, il y a beaucoup de sportifs qui ont envie de changer les choses. Donc, il y aura de plus en plus, je pense, de femmes, déjà de sportifs au sein des boards des fédérations, parce que mine de rien, il y a peu de sportifs ou d'anciens sportifs dans les boards. Ah ouais. Ouais, on rencontre beaucoup de jeunes hommes de 70 ans qui profitent, selon les fédérations aussi, de voyager, de la vie, même au sein des comités olympiques ou du comité international olympique. Donc déjà, qu'il y ait des sportifs et qui ont vécu vraiment, ça va être changeant, je pense. Et puis oui, les femmes aussi ont envie de s'imposer, parce que je pense qu'il y aura peut-être pas trop le choix, mais ouais, ça change. C'est culturel. Enfin, c'est comme partout. Enfin, dans d'autres secteurs, c'est déjà en train de changer. Donc, je pense que le sport, où généralement c'est là que les choses se testent, ou parce que le corps c'est ton outil de travail, et que c'est généralement les choses sont beaucoup testées dans le sport. Donc, je pense que c'est aussi normal que ça bouge chez nous, quoi. Après, c'est pas évident. Du coup, de ce que tu dis, donc pour les femmes, déjà, c'est pas gagné, mais alors pour les autres minorités, on imagine que c'est encore... Enfin, d'ailleurs, les femmes ne sont pas une minorité. Non, les femmes... 52% qu'est-ce que tu entends par minorité? Je vais dire, au niveau des origines sociales, ethniques, c'est pareil, il n'y a pas beaucoup de représentation, et autant dans d'autres secteurs, c'est le cas, mais c'est juste que dans le sport, il y a des sportifs. Enfin, il y a de la diversité, donc là, il y a encore moins d'excuses. Enfin, pour moi, si justement le secteur devait montrer l'exemple, ce serait le sport. Alors, moi, je vais vraiment rebondir là-dessus, parce que, en fait, alors moi, je parle de mon exemple, mais je parle aussi dans d'autres sports, pour avoir échangé avec beaucoup de sportifs à l'INSEP. L'INSEP, c'est le lieu où l'Institut national du sport, dans le bois de Vincennes, où il y a quasi toutes les équipes de France qui s'entraînent et qui se regroupent, pour avoir échangé avec des handballeurs, des basketteurs, des volleyeurs, judo, taekwondo, karaté, lutte, escrime, natation. En fait, si je parle par exemple des Noirs, tu dois te battre plus, aussi simple que ça. Tu dois travailler plus, tu dois t'entraîner plus. Ça, c'est en train de changer, mais quand même, c'est encore présent. Donc voilà, si on parle d'homosexualité, soit t'en parles pas, soit là, je pense que les homos se font beaucoup moins taper dessus, je pense, dans les sports. Enfin, je pense que ça s'ouvre un peu plus là-dessus. Après, il y a des sports entre guillemets où on dit que les nanas, par exemple, sur des sports de combat, c'est normal de toute façon. Avec la testostérone qui monte, etc., les sports de combat, donc elles deviennent forcément homo. Bon. On entend toujours des propos débiles sur tous les sujets. Sur le foot aussi. Ouais, parce que t'es footeuse, forcément t'es lesbienne. Bon, après, les connexions neuronales de chacun, chacun son niveau. Donc voilà. Ensuite, tout ça, déjà dans le sport, en tant que sportif déjà,
tu dois galérer en fait avec tout ça. Tu dois galérer avec tout ça dans ton quotidien. Je parle pas dans le boulot, etc., qui est encore une autre partie de ta vie. Du coup, je peux comprendre qu'on n'ait pas forcément envie, après, encore de remettre le couvert, de se battre à nouveau pour... Mais encore une fois, les choses changent. Et même si je connais aucun... Enfin, si, au handball. La Ligue professionnelle de hand, le président, je crois que c'est le seul que je connaisse. Après, il y en a sûrement d'autres, mais le président noir, j'en connais pas, en fait. Mais lui, je le connais. Ouais, les minorités, ouais, c'est pas gagné. Là, pour le coup, c'est vraiment pas gagné. Mais en fait, ce qui est compliqué, c'est que les personnes qui sont là depuis longtemps, parfois assez souvent n'y connaissent rien au sport et n'ont vraiment pas envie de lâcher leurs privilèges. Parce qu'il est question de privilèges, hein. Il n'est pas question de mettre en place des choses pour que le sportif ait son projet au cœur que le projet des sportifs soit au cœur du mouvement, hein, bien sûr. Le plus important, ce sont les privilèges. Donc c'est ça dont il est question. Une fois qu'on arrive à bouger ces gens-là ou qui dégagent, parce que c'est ça aussi, c'est important que ces personnes dégagent, parce qu'elles font que reculer ou ralentir le mouvement sportif français, les choses pourront avancer. Et elles sont en train d'avancer, justement. Alors justement, j'aimerais rebondir là-dessus parce que, alors du coup, je vais me servir d'un cas en particulier, mais c'est la Coupe du Monde féminine de football où... moi, j'ai eu l'impression que ça n'avançait pas forcément dans le sens où on a entendu les Américaines parler d'inégalité, on a Martha, la Brésilienne, qui a fait un super discours sur le sujet, on a Ada, qui est la première femme à remporter le Ballon d'Or, qui a refusé de jouer avec la sélection norvégienne par rapport à ces questions. Et alors les Françaises... Et qui a refusé de faire un twerk, franchement. Ouais. Ça, on n'en parle même pas, quand même. Merci, en plus, un DJ français, hein. Merci d'avoir écouté cette première partie de notre entretien avec Sarah Dalint. Retrouvez-nous très bientôt pour la deuxième partie. Si ces échanges vous ont plu, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur iTunes et à venir nous dire ce que vous en pensez sur Twitter et Instagram. Cet épisode a été réalisé par Jérémy Lezac. Merci et à bientôt!